En sachant que j'ai déjà tourné et posté ma pile à lire du Cold Winter Challenge, il serait peut-être temps de clôturer le Pumpkin Autumn Challenge. Parce que oui, je vous ai déjà posté un premier point lecture et des premiers avis sur les lectures du Pumpkin Autumn Challenge que je vous mettrai dans le petit i et en barre d'infos. Spoiler alerte, c'était de grosses déceptions, mais il y avait aussi un coup de cœur, donc ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Mais j'ai continué mes lectures après ça et j'ai encore 5 livres à vous présenter qui étaient dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. C'est parti! On va commencer avec La Maison sur le rivage de Daphné du Maurier, qui a été, ma foi, une bonne lecture, mais assez décevante. En fait, je crois que dans mon malheur, mais aussi dans ma plus grande joie, j'ai commencé par les meilleures œuvres de Daphné du Maurier, puisque j'ai commencé par Rebecca, ensuite j'ai enchaîné avec Ma cousine Rachel. Rebecca a été un immense coup de cœur, Ma cousine Rachel, une excellente lecture. Et de ce que j'ai entendu, le reste est toujours très bon, mais reste un peu en deçà. Je pense que j'ai vraiment commencé par les chefs-d'œuvre de Du Maurier. Et ensuite, je compte continuer ma découverte de cette autrice. Mais c'est vrai que là, on a été sur une lecture sympatoche, mais sans plus. En gros, on est en Cornouailles. C'est une zone géographique qui est très chère au cœur de Daphné du Maurier, puisque la plupart de ses intrigues se passent là-bas. On est dans une maison de vacances en bord de mer, dans un paysage assez désolé, etc., avec très peu de voisinage. Et notre personnage principal, Richard, doit tester une substance qui a été inventée par l'un de ses amis, qui est très connu pour faire des petites expérimentations un peu chimiques et scientifiques. Et il va donc lui obéir, puisqu'on apprend assez rapidement qu'ils ont une relation assez déséquilibrée. Donc son ami scientifique lui demande souvent de faire des choses que Richard accepte, même si de lui-même il ne les aurait pas faites et qu'il n'a pas forcément envie de le faire. Mais là, il va se prêter au jeu, il va tester cette espèce de drogue qui en fait va lui permettre de voyager dans le temps. Donc il prend cette drogue et ensuite il va se rendre compte qu'il est beaucoup plus tôt dans le passé, donc presque 600 ans avant, et il y a un personnage avec qui il semble lié, puisqu'il est toujours présent dès qu'il remonte le temps et dès qu'il assiste à des scènes, et il va donc découvrir ce monde. Personne ne peut le voir et il ne peut pas interagir avec les personnes, puisque s'il touche un personnage qui est dans le passé, il revient instantanément au présent, et c'est assez violent comme retour. Et voilà, donc Richard va se retrouver un peu entre ce passé qui l'intrigue, avec des personnages qui sont très mystérieux, une jeune femme notamment dont la beauté le subjugue un peu, et il va se retrouver un peu omnibulé par ce passé et avoir des difficultés à revenir dans le présent. Et c'était très sympa, mais ce qui m'a un peu dérangée en fait, c'est que j'ai trouvé ça très long, très long. Et un peu comme Dracula de Bram Stoker, où vous savez, il y a toute la partie un peu fantastique qui se passe, très mystérieuse. Et ensuite, c'est toute la réflexion des personnages masculins notamment sur ce qui peut se passer, et toute leur réflexion où ils passent d'un point de vue rationnel, à chercher une explication rationnelle, à ce cheminement de « ok, c'est peut-être quelque chose de surnaturel ». Comment on en arrive à penser ça, etc. Même quand on est un docteur et un homme de science. Ben là c'est un peu pareil, on a de très longues parties sur essayer de trouver des explications, on est dans la tête de Richard énormément, essayer de gérer avec lui ses allers-retours dans le présent, dans le passé. Je sais pas, j'ai trouvé que la première partie en fait était hyper intrigante, très mystérieuse, etc. Et qu'en fait petit à petit, on perdait un peu de tension, puisque moi je me suis pas retrouvée investie dans les pensées, dans les doutes et voilà, dans ce que traversait émotionnellement Richard. Du coup, ça m'a laissé un peu de marbre et un peu à l'extérieur du récit. Et surtout, tous les personnages du passé et les intrigues qu'on va découvrir, que ce soit religieuses, politiques, territoriales, etc., ne m'ont pas du tout intéressée, malheureusement. Je pense que c'est ça surtout qui a été le point noir et ce qui a fait que j'ai pas réussi à m'embarquer totalement dans le récit, c'est que je m'en foutais royalement de ce qui se passait dans le passé et que les personnages m'ont pas touchée. Voilà, j'étais pas en haleine par rapport à ce qu'ils allaient devenir. Ça a été une bonne lecture dans le sens où la plume de Daphné du Maurier est toujours incroyable. Elle arrive à nous mettre cette ambiance, cette atmosphère qui est assez pesante, assez tendue, très mystérieuse, avec ces cornouailles qui sont brumeuses.
puisque même si on est en été, il va pleuvoir, il va y avoir de la brume. Donc ça a été le côté très positif et ce qui fait que j'ai quand même fini ma lecture, mais honnêtement avec une plume moins sympa, je pense que j'abandonne en cours de route. À la fin, j'étais un peu tentée de lire en diagonale. Je ne l'ai pas fait parce que de nouveau la plume était très sympa et que j'apprécie les tournures de phrases et les mots de Daphné du Maurier, mais sinon j'aurais clairement fini en diagonale le livre parce qu'il m'intéressait pas assez. Donc voilà, ça a été une petite déception, bonne lecture, et en même temps est-ce que je le recommanderais particulièrement comme ouvrage de Daphné du Maurier? Alors non, mais j'en ai lu que 3 pour l'instant, donc je suis pas une experte, mais en tout cas celui-là ne m'a pas particulièrement touchée malheureusement. Ensuite, on enchaîne sur une excellente lecture, mais ça, j'avais aucun doute que ça serait vraiment chouette. C'est Le Soleil et ses fleurs de Rupi Kaur, qui est une poétesse américaine qui est d'origine indienne et qui écrit en vers libre. Et notamment, l'ouvrage est illustré par ses propres dessins, donc je trouve que ça apporte une dimension supplémentaire à sa poésie et à ses textes. C'est un ouvrage qui parle beaucoup du deuil, donc du deuil d'une relation amoureuse, qui parle aussi beaucoup de l'identité, comment on trouve sa place en tant qu'immigré notamment. Elle parle beaucoup de sa mère et comment on trouve sa place en tant que fille d'immigré. Elle parle aussi beaucoup de sa relation au corps et de cette haine qu'elle a vouée à son corps pendant longtemps parce que la société lui a donné des envies et des modèles qui étaient très différents de ceux à quoi elle ressemblait, et elle s'est dit qu'elle n'était pas normale, qu'elle était moche pendant très longtemps. Mais voilà, la majorité de l'ouvrage parle quand même du deuil de la relation amoureuse, comment on aime après, comment on aime pendant, comment on trouve son équilibre dans une relation, etc. Ça a été très touchant. J'ai été plus touchée par Milk and Honey, donc Lait et Miel, le tout premier qu'elle avait sorti, en tout cas qui a été traduit en France. Celui-là m'a vraiment bouleversée. Dans ce texte-là, j'ai été bouleversée par certains textes, mais pas tous. Il y en a certains qui m'ont moins parlé, mais ça reste une sublime lecture. Si vous avez envie de vous remettre un peu à la poésie, mais que vous avez un peu peur de vous relancer directement dans des classiques, dans le Rimbaud, dans du Hugo ou du Walt Whitman, et ben vous pouvez vous remettre à du vers libre, puisque c'est presque comme du parler, c'est du phrasé beaucoup plus libre, beaucoup plus simple. Il n'y a pas forcément de rime, par exemple, dans ces textes, donc c'est quelque chose qui est extrêmement accessible, avec du vocabulaire très accessible, mais en même temps qui touche juste sur beaucoup de points, qui touche juste sur beaucoup de mots et beaucoup d'expressions, d'émotions surtout. C'est vraiment un recueil de poésie et de vers libres qui va vous parler au niveau émotionnel, où des fois on lit des choses, on se dit « Oh, c'est exactement ce que je ressens ou ce que j'avais ressenti en vivant la même expérience qu'elle ». Et je trouve ça très beau et je trouve ça absolument incroyable de réussir à toucher de manière aussi universelle avec des expériences aussi personnelles. Et c'est le propre de la littérature dans beaucoup de cas, et de la poésie surtout. Mais voilà, elle parle beaucoup d'elle, c'est pas du tout une poésie qui parle de la nature, qui parle de son environnement, qui parle de la société un petit peu avec les normes imposées aux femmes, etc. Mais ça reste pas une critique de la société ou une satire ou une description quelle qu'elle soit. On est vraiment sur Rupi Kaur qui extériorise ses sentiments, extériorise ses émotions. On sent que c'est vraiment de l'écriture thérapeutique, de l'écriture qui fait du bien, de l'écriture nécessaire, de l'écriture presque vitale. On sent que elle pond des mots qui font mal, avec des émotions qui font mal au moment où elle les vit, mais que l'écriture lui permet de faire la paix avec ça, de faire la paix avec son corps, de faire la paix avec ce qu'elle ressent. Et je trouve que les textes sont beaux, mais le processus et la démarche qu'on ressent derrière est absolument magnifique. C'est une autrice qui en plus, je crois, s'est auto-publiée au début aux États-Unis et qui a connu un succès retentissant, et donc maintenant elle est traduite dans le monde entier, et je trouve ça magnifique. Voilà. Et en plus le fait que ce soit illustré avec ses dessins, c'est un petit bonus. On continue avec une lecture qui m'a fait mourir de rire. Alors là vraiment j'étais trop contente de l'avoir acheté spécialement pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que j'ai adoré. C'est La vie seule de Stella Benson, et vraiment ça a été incroyablement drôle et joyeux à lire. Ça m'a fait beaucoup penser à du Terry Pratchett. Donc si vous aimez bien le cycle des sorcières de Pratchett, vous allez grandement aimer. Je pense que vous allez être sensible à l'histoire et un peu le côté absurde de ce livre-là, qui vient d'être réédité chez Cambourakis, une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas quand la première édition est sortie exactement, mais Stella Benson, elle est
née en 1892 et décédée en 1933. Ah ouais, elle est morte jeune. Bon. C'est une femme engagée dans le combat des suffragettes notamment. Elle est l'autrice de fiction, de recueils de poèmes et de carnets de voyage. Elle est très admirée par Virginia Woolf, donc excusez-nous du peu. Donc c'était une très grande féministe et c'était une très grande autrice apparemment aussi. Je ne la connaissais pas et grâce à Cambourakis, j'ai eu l'honneur de découvrir La vie seule, qui est donc en gros l'histoire d'une sorcière qui a une pension qui s'appelle La vie seule. Mais en gros, il n'y a pas vraiment de personnage primaire ou secondaire dans ce livre. Tout le monde est un peu sur le devant de la scène. Mais on a quand même Sarah Brown qui va être le fil rouge un peu entre tous nos personnages. Et elle fait partie d'un comité de bienfaisance. Et c'est hyper drôle parce que le début, en gros, c'est la réunion d'un comité de bienfaisance avec toutes ces petites dames qui pensent aider la société et en fait sont hyper méprisantes et condescendantes vis-à-vis des pauvres qu'elles sont censées aider. Et vraiment, c'est satirique à souhait. Ça lance des pics, en veux-tu, en voilà, ça dénonce l'absurdité, l'hypocrisie de la société. On est dans le Londres de 1918, donc on est juste après la Première Guerre mondiale et on en parle un peu évidemment puisque l'Europe a subi une crise économique à cause de ça, donc forcément il y a beaucoup d'inégalités sociales, en tout cas elles ont été accentuées. Mais on commence dans cette petite réunion de comité et débarque cette sorcière qui dit oui, moi je suis une sorcière, je fais de la magie, qui ne s'en cache pas. Et il y a une conception de la magie qui est hyper positive et je trouve réconfortante et feel good dans cette imagination, dans ce qui nous fait du bien, t'as juste à penser que quelque chose peut exister et ça l'est, et surtout aussi de la magie pratico-pratique pour passer le balai dans la pension parce qu'on a un peu la flemme de le faire soi-même, n'est-ce pas? En tout cas, on est dans ce petit comité qui donne beaucoup de leçons de morale en même temps de faire la charité, donc c'est un peu contradictoire. Cette sorcière arrive et blablabla, une action en entraînant une autre, Sarah Brown va finir par aller dans la pension La vie seule. Et il y a plein de règles dans cette pension qui sont absolument hilarantes. Et notamment, les clients qui auraient pris un taxi ou auraient voyagé en première classe ou auraient acheté des cigarettes ou des confiseries qui coûteraient respectivement plus de 3 shillings les 100 ou 18 pennies les 500 grammes, ou qui auraient payé plus de 3 shillings et 6 pennies, taxes de guerre incluses, pour un ticket dans n'importe quel lieu culturel, seront mis dehors sur le champ. Les clients doivent passer à un minima 18 heures sur 24 entièrement seuls, aucun frais ni loyer n'est dû. Entre autres, je vous ai fait un gros résumé, mais ça prend 2 pages. Mais voilà, c'est une pension pas comme les autres, où Sarah Brown va y aller, elle va faire la rencontre des quelques autres pensionnaires, et en même temps, il y a toutes ces femmes du comité de bienfaisance qui au début ont rejeté cette sorcière, qui vont finalement revenir un peu dans le paysage et tout. Et c'était à mourir de rire. Vraiment, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai souri vraiment fortement, où j'ai rigolé vraiment à voix haute en lisant ce livre, et ça arrive très rarement. Mais ici, c'était satirique à souhait, c'était drôle à souhait. On a en même temps cette magie qui est originale, cette sorcière qui est totalement délurée, qui en même temps essaye de comprendre comment marche la société normale et en même temps s'en fout royalement. Elle fait un peu ce qu'elle veut, elle est là sur son petit balai et elle fait sa vie. Et du coup on a cette magie qui intervient dans le quotidien un peu morne de ces gens qui le vident avec beaucoup de rien, n'est-ce pas? Mais voilà, si vous aimez Terry Pratchett et si vous aimez des écritures qui sont joyeuses, qui sont légères, qui sont drôles, qui sont innovantes, parce que pour l'époque vraiment c'est fantastique, je vous conseille 1000 fois Stella Benson. C'est pas du tout comme du Virginia Woolf avec une plume aussi travaillée, on est sur quelque chose de beaucoup plus accessible, mais c'était délicieux. La prochaine lecture, c'est un thriller policier historique. C'est La quête de l'Orphanus de Viviane Moore et c'était une très bonne lecture également. Donc si vous avez vu mon dernier bilan du Pumpkin Autumn Challenge où j'avais beaucoup de déceptions, ici on est au contraire sur des lectures excellentes, vraiment très réussies. Et là on est sur une histoire en 2 temporalités puisque en gros l'Orphanus c'est un joyau de couleur rouge, on présume en tout cas qu'il est de couleur rouge, qui a réellement existé, il y a mention dans certains textes historiques et il aurait été présent sur une couronne germanique absolument incroyable et il aurait ensuite disparu. Et donc Viviane Moore se demande comment
il a pu disparaître, d'où il vient et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce joyau. Et donc en tout premier lieu, on a donc toute la partie dans le passé, notamment avec le milieu religieux, puisque c'était sur une couronne d'un pape, je crois, ou quelque chose comme ça, et l'évolution du joyau de sa découverte à sa disparition. Et ensuite, on est dans le présent, où on va suivre... Comment elle s'appelle? Sixtine. Sixtine qui, pareil, travaille la pierre. Alors, je sais plus, mais en gros, elle travaille les joyaux, c'est son métier. Elle vit à la montagne. Et ses parents sont morts plus tôt quand elle était jeune. Donc, c'est une orpheline élevée par sa grand-mère. Et à un moment, il va y avoir des révélations qui vont être faites, notamment sur la disparition de son grand-père. C'est très court pour la partie passée, mais je ne vous en dis pas plus parce que il faut vraiment découvrir ce livre et découvrir comment les deux intrigues vont se mêler, même si du coup on se doute bien que l'Orphanus a quelque chose à voir avec ça. Mais du coup on est sur plein de secrets vis-à-vis de la montagne qui était restée... plein de mystères qui n'avaient pas été résolus et qui petit à petit vont faire un sens où vous voyez vous tirez sur un fil et en fait tout vient en même temps. Donc on est vraiment sur un changement qui va vraiment bouleverser le quotidien de Sixtine et de sa grand-mère. On est sur plein de personnages secondaires que je trouve très bien construits, très sympas, qui viennent apporter un peu de texture au récit. Mais c'est un très très bon policier historique, notamment si vous êtes intéressé par les milieux religieux, comment ça fonctionnait, comment on gardait les joyaux, comment on fabriquait les couronnes, comment on cherchait les pierres qui allaient sertir vraiment tous ces objets précieux religieux, parce que cette partie-là est très complète et Viviane Moore fait des recherches très poussées à chaque fois sur ces sujets. Et ça change le côté de temporalité, puisque d'habitude sur ces romans et policiers historiques, on est sur une enquête, et c'est tout, qui sont très bien ficelés, etc. Mais là, on est vraiment dans deux parties bien distinctes, et c'est vraiment hyper efficace. Si vous aimez la montagne, si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez le mystère, si vous aimez les thrillers qui sont bien faits, bah franchement ça fonctionne. Moi c'est une autrice que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle sait bien maîtriser sa narration, ses intrigues et le suspense, le mystère, etc. On découvre petit à petit avec les personnages ce qu'il en est et donc on est tout le temps un peu en tension, en haleine. On ne devine pas des choses avant, en tout cas moi j'avais pas deviné. Et comme ça c'est inspiré de faits réels, en tout cas c'est inspiré d'une pierre et d'une disparition qui aurait vraiment eu lieu, bah, je trouve que voilà, ça ajoute un peu encore plus de texture et de relief, puisqu'on se dit que eh bien, ça pourrait arriver et qu'il y a plein de choses qui semblent très réalistes. En tout cas, si vous aimez bien les policiers historiques, Viviane Moore, c'est une autrice incontournable. Et ce livre-là, c'est son dernier sorti, je crois, bah, ne m'a pas déçue. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur que je n'avais pas forcément prévu, mais vraiment, cette lecture, je m'en remets toujours pas, je pense, alors que je l'ai lu il y a 2-3 semaines, mais je m'en remets toujours pas. C'est Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory, qui est un auteur français, et c'est publié chez Le Tripode, là, aux collections Poche. Et vraiment, les gars, cette lecture a été une claque monumentale. Une claque vraiment... Je disais que je m'y attendais pas parce qu'en gros, on sait pas vraiment de quoi ça parle dans les résumés. On nous dit rien de spécial. On sait juste que c'est un homme qui va se battre entre l'ombre et la lumière, etc. Donc c'était assez vague, assez flou comme résumé. Mais... l'écriture est fantastique. Déjà l'écriture, parlons-en, parce qu'elle est magnifique. Si vous connaissez l'attrape-cœur de Salinger, c'est un peu la même chose puisque, en gros, c'est un garçon, on découvre qu'il est en cellule, il est en prison, il écrit dans un journal. Et on apprend qu'il écrit dans un journal parce que il a un peu des choses à expier et à exprimer et qu'il a beaucoup fait de mal dans sa vie et qu'en même temps, il veut expliquer pourquoi. Il veut expliquer comment il en est arrivé là. Il veut expliquer pourquoi il a fait du mal sans le vouloir. Mais en gros, il écrit dans son journal, mais il écrit comme il pense. Il écrit comme ça vient dans sa tête, donc on a l'impression, en fait, malgré le fait que ce soit écrit dans un journal, d'être vraiment dans sa tête avec peu de ponctuation, beaucoup de rythme, très peu de virgules pour ponctuer, etc. Les phrases. Donc grammaticalement, on a l'impression que c'est vraiment du parler. On a l'impression qu'il s'exprime à nous un peu comme ça. Et en plus,
il s'exprime directement à la personne qui va lire son journal, donc à nous indirectement au lecteur. Et cette plume est d'une beauté vraiment incroyable. Hyper bien rythmée, saccadée, hyper émouvante. On a vraiment l'impression d'entrer dans la tête de notre personnage et du coup, par rapport à ce qui lui arrive et par rapport à ce qu'il va nous conter, on est touché en plein cœur. Vraiment, c'est d'une puissance émotionnelle qui est folle. Notre personnage s'appelle Duke et en gros, il est en prison avec son colocataire Fridge qui lui tient compagnie et il a décidé de commencer à écrire. Il a demandé une machine à écrire, il a décidé que il n'en avait plus pour beaucoup de temps, il est malade et du coup il va expliquer. Et en gros, c'est tout ce que je vais vous dire parce que j'ai pas du tout envie de vous expliquer ce qui va se passer après et ce que Duke va nous raconter. Moi, je connaissais rien de cette histoire. Je savais juste qu'apparemment c'était incroyable, très très bien écrit, très triste, très puissant. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers cette lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais j'y suis vraiment allée les yeux fermés et vous allez vous prendre une claque monumentale. C'est-à-dire que l'histoire, elle va vous fouetter comme ça. Vous allez tout vous prendre directement dans le cœur. Et voilà. Ça va nécessiter probablement quelques petites pauses. Il y avait des moments où ce que je lisais me faisait tellement mal au cœur et me rendait tellement émue comme ça que je faisais des petites pauses. Ça m'a fait un peu penser à My Absolute Darling, je crois que c'est le titre de Gabrielle Talent, qui m'avait fait le même effet, où vraiment on voit un jeune, un adolescent, une personne qui au début de sa vie se battre contre tellement de choses en elle-même et vis-à-vis du monde extérieur. Et on a besoin de pauses des fois pour digérer ce que la personne est en train de vivre et ce que la personne est en train de ressentir parce que ça nous submerge, au même titre que ça submerge notre personnage principal. Mais c'est un livre qui a beaucoup de trigger warning que vous pouvez me demander, j'ai pas envie de vous les dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais si vous voulez, demandez-les-moi en MP sur Instagram. Mon Instagram est en barre d'infos pour que je vous les dise, si jamais il y a des choses qui peuvent vous trigger et que vous avez pas envie. Parce que c'est vraiment très violent et en même temps, on est sur une violence qui est parfaitement maîtrisée et qui est adoucie par cette plume absolument fantastique, par cette humanité qui se dégage de Duke, par sa sensibilité, par sa profondeur, par ce recul et cette réflexion qu'il a sur ce qu'il a fait dans le passé et ce pourquoi il est en prison. Et vraiment c'est magnifique et surtout, moi j'ai un peu du mal quand on est sur de l'extrême violence qui n'est pas justifiée. De l'extrême violence, on se dit mais pourquoi tu imposes tout ça à ton personnage? On dirait presque que voilà, ils sont maso les auteurs sur certains livres parce que c'est pas justifié parfois les horreurs qu'ils font vivre à leurs personnages. Alors que là c'est pas le cas, on est sur une extrême violence mais mine de rien qui est justifiée et qui malheureusement arrive à certaines personnes. Et surtout on est sur cette réflexion de la violence engendre la violence. Cette question de est-ce que les tares de nos parents sont héréditaires, est-ce que quand on est dans la violence, est-ce que quand on grandit dans la violence, est-ce qu'on est obligé de propager ensuite cette violence autour de nous, est-ce qu'on peut en sortir, est-ce qu'on va subir ça tout au long de notre vie, et c'est vraiment une lutte de chaque instant de Duke contre tout ça, contre lui-même, contre les autres et cette survie, cet instinct de survie qu'il a et cette capacité à continuer malgré tout ce qui se passe et c'est d'une puissance vraiment incroyable. Je comprends pourquoi ce livre a été un coup de cœur pour tout le monde, je comprends pourquoi il était encensé par la critique. Il est hyper dur, il est hyper difficile à lire. Il y a des passages qui sont tellement émouvants où vraiment on le lit et on a le cœur qui est serré pour notre personnage et en même temps c'est d'une beauté incroyable. Et je trouve ça fou d'arriver à nous parler de choses qui sont aussi folles et en même temps de nous parler de ce qui fait l'essence même de la vie, la survie, l'amour, la colère, toutes ces émotions primaires qu'on va ressentir presque un instinct animal dans la survie. Quand il y a toutes ces choses qui se passent dans notre vie. Et vraiment, lisez ce livre. Lisez ce livre si vous avez le cœur bien accroché. Lisez ce livre si vous aimez les plumes originales qui sont assez saccadées, les plumes qui s'affranchissent un peu des codes, des règles grammaticales, des règles de ponctuation pour vraiment mettre en valeur le récit et que ça soit crédible et que ça
porte vraiment la voix du personnage. Si vous êtes assez sensible à la souffrance des personnages de vos livres, à la souffrance dans les livres, peut-être ne vous dirigez pas vers celui-ci, parce qu'il a beau être sublime, et je pense qu'il devrait être mis dans tellement de mains pour comprendre comment peut naître un cycle de violence et comment on peut arriver à certains stades de violence sans être fondamentalement mauvais et en étant même fondamentalement bon. Donc c'est ça qui est fou. Je me perds un peu dans ce que je dis, je crois. Bref, c'est sublime pour toutes les raisons que je vous ai dit, mais c'est aussi très dur. Donc à mettre entre toutes les mains et en même temps à ne pas mettre entre toutes les mains, puisqu'il faut être prêt psychologiquement à le lire et en même temps ne pas savoir du tout de quoi ça parle et qu'est-ce qui va se passer dans le récit. Je trouve que c'est le plus important. Ne lisez pas de résumé, ne lisez pas de détails. Vraiment, juste lisez les ressentis et écoutez des personnes comme moi vous dire que c'était un coup de cœur et que ça a été une claque émotionnelle, une claque littéraire absolument incroyable. Et laissez-vous convaincre juste par ces petits arguments sans trop savoir de quoi ça va parler. Plongez dans le récit, plongez dans l'histoire de Duke et laissez-vous émouvoir aussi de ce qui lui arrive et de son humanité. Et vous allez vous attacher, mes puissances 10 000, à ce jeune homme qui a une sensibilité et une compréhension du monde qui, je pense, est au-dessus de celle de beaucoup de gens. Et c'est ça aussi qui l'a mis en prison. Voilà. S'il y a un livre à retenir de cette vidéo, vous comprenez bien que c'est celui-ci. Ça y est, le Pumpkin Autumn Challenge est définitivement terminé pour 2022. Je l'ai terminé de mon côté, enfin j'ai pas lu tous les livres, mais en tout cas je l'ai clôturé et je vous ai fait mes retours sur les livres que j'avais lus. En vrai, il y a quand même des livres de la palle que j'ai évidemment pas sortis, ce qui est toujours le cas dans les piles à lire, mais j'ai quand même lu 9 livres sur la palle prévue, donc c'est plutôt honorable, sachant que je faisais le Cocorico Challenge en même temps. En tout cas, ça a été une première partie de Pâques assez difficile, vous l'aurez compris, mais par contre, en deuxième lieu, je me suis rattrapée avec des lectures absolument fantastiques. Elles ont en plus été très différentes, tantôt drôles, tantôt poétiques, tantôt émouvantes, tantôt haletantes. Donc ça, c'était vraiment chouette. J'ai enchaîné sur des lectures très différentes et qui comblent toutes mes envies littéraires. J'espère que ce point lecture vous a plu. Dites-moi en commentaire la meilleure lecture de votre Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, le mois de novembre sera normalement terminé et donc vous l'aurez vous aussi clôturé. Donc dites-moi en commentaire votre meilleure lecture du pack. Comme ça, j'aurai plein de nouvelles idées pour l'année prochaine ou pour 2023, parce que j'ai confiance en vos goûts, évidemment. Bon, il est quand même temps que j'aille remettre du bois dans le feu et que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci 1000 fois d'avoir passé ce doux moment en ma compagnie. Je vous souhaite plein de belles lectures en attendant la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, le meilleur, plein de bonheur. J'espère que vous allez tous très bien et je vous dis à la prochaine!